Si je vous posais la question maintenant, classe populaire, classe moyenne ou classe aisée, laquelle diriez-vous être? La plupart des gens répondent selon leur ressenti, leur salaire, leur quartier, la voiture qu'ils conduisent. Mais voici le problème, la classe de richesse n'a rien à voir avec tout cela. Tout se résume à un seul chiffre, votre valeur nette. Et quand on prend vraiment le temps de calculer ce chiffre, la majorité des Américains découvrent qu'ils ne sont pas là où ils pensaient être. Je suis professeur Welf et aujourd'hui nous allons parcourir toute l'échelle de richesse du bas jusqu'au top 10%. Mais nous n'allons pas simplement décrire chaque niveau, nous allons aussi faire les vrais calculs pour comprendre ce qu'il faut concrètement pour passer de l'un à l'autre. Et pour cela, nous allons suivre les chiffres d'une seule personne du début à la fin. Il s'appelle Tyler. Il a 34 ans, responsable marketing, gagne 85 000 € par an, un travail correct, un appartement correct, une voiture convenable et il alimente un peu son plan retraite chaque mois. Tyler a l'impression d'être solidement dans la classe moyenne, mais lorsqu'on s'assoit et qu'on calcule réellement sa valeur nette, il se situe dans les 25% les plus bas. Et ce n'est pas une exagération, ce sont les chiffres. Je vais vous montrer exactement pourquoi et ce qu'il lui faudrait pour progresser. Avant de monter cette échelle, une chose doit être claire. Votre revenu n'est pas votre richesse, votre valeur nette l'est. C'est tout ce que vous possédez, votre logement, votre épargne, vos comptes retraite, votre voiture, vos investissements, moins tout ce que vous devez, crédit immobilier, prêt auto, dettes étudiantes, carte de crédit. Ce chiffre unique détermine votre position sur l'échelle de richesse et il n'a rien à voir avec votre salaire. Les données que nous utilisons proviennent de l'enquête sur les finances des consommateurs de la Réserve fédérale, l'étude la plus complète du pays sur le patrimoine. Et certains de ces chiffres vont vous surprendre. Maintenant, faisons connaissance avec Tyler et commençons l'ascension. Tyler a 34 ans, responsable marketing, gagne 85 000 € par an. Après impôts, il lui reste environ 5 200 € par mois. Il paie un loyer de 1 600 €, conduit une berline de 2022 et verse un peu d'argent dans son plan retraite. Tyler pense être clairement dans la classe moyenne, mais calculons sa valeur nette réelle. Du côté des actifs, une voiture valant 22 000 €, 12 000 € sur un plan retraite, 3 000 € d'épargne, soit un total de 37 000 €. Du côté des dettes, 18 000 € restant sur le prêt auto, 26 000 € de prêts étudiants, cela fait 44 000 €. 37 moins 44, la valeur nette de Tyler est de moins 7 000 €. Il n'est pas dans la classe moyenne, il se trouve dans les 25% les plus bas. Et des millions d'Américains sont exactement dans sa situation. Un bon revenu, mais une valeur nette négative. Voyons ce que signifie réellement ce niveau dessus. Classe moyenne inférieure, entre 23 000 € et 199 000 €. Pour entrer dans cette catégorie, Tyler doit atteindre une valeur nette d'au moins 23 000 €. Actuellement, il est à moins 7 000 €. Cela signifie qu'il doit combler un écart de 30 000 €. Comment? En réalité, il n'existe que deux leviers, augmenter les actifs ou réduire les dettes. Si Tyler s'attaque sérieusement à ses prêts étudiants, en ajoutant 500 € par mois au paiement minimum, il pourrait les rembourser en environ 3 ans et demi. Rien qu'en faisant cela, tout en continuant à épargner modestement, sa valeur nette dépasserait le seuil des 23 000 €. Il entrerait alors dans la catégorie de la classe moyenne inférieure. Mais voici le point important concernant cette catégorie. La plupart des ménages n'y sont pas arrivés grâce à des investissements brillants, ils y sont arrivés en achetant un logement. La valeur nette immobilière représente la majeure partie du patrimoine dans cette tranche. Un ménage typique pourrait ressembler à ceci. Une maison d'une valeur de 300 000 € avec un crédit immobilier de 240 000 €. Cela représente déjà 60 000 € de capital immobilier. Ajoutez peut-être 15 000 € sur des comptes retraite et 8 000 € d'épargne. Soustrayez un prêt automobile de 12 000 € et vous obtenez une valeur nette d'environ 71 000 €. Sur le papier, cela semble correct, mais regardez de plus près. La majorité de ce patrimoine est bloqué dans la maison. Vous ne pouvez pas utiliser ce capital pour faire vos courses. Vous ne pouvez pas vous en servir pour faire face à une urgence, sauf si vous vendez le bien ou contractez une nouvelle dette. La réserve liquide, l'argent réellement disponible, peut n'être que de 10 à 15 000 € au maximum.
Ainsi, même si cette catégorie représente un vrai progrès par rapport au point de départ de Tyler, la fragilité financière reste bien réelle. Une perte d'emploi, un problème de santé, une réparation automobile importante, n'importe lequel de ces événements peut rapidement déstabiliser un ménage à ce niveau. La médiane, 293 000 €. Nous arrivons ici au centre exact, le point médian de la richesse des ménages. La moitié des ménages possèdent plus que ce montant, l'autre moitié moins. Et ce chiffre est d'environ 293 000 €. Quand la plupart des gens entendent ce nombre, ils ont généralement deux réactions. Soit ils pensent qu'il est trop bas, parce que les médias sur la bourse et l'immobilier donnent l'impression que tout le monde est riche, soit ils pensent qu'il est trop élevé, parce qu'ils en sont très loin. Ces deux réactions montrent la même chose. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est réellement le milieu. À ce niveau, la composition du patrimoine ressemble souvent à ceci. Environ 120 000 € de capital immobilier, 50 000 € répartis sur des comptes retraite, 15 000 € d'épargne. Il peut exister des dettes à la consommation, comme des prêts auto ou des cartes de crédit, mais elles restent généralement maîtrisées. En apparence, le ménage médian s'en sort correctement. Un revenu stable, un logement convenable, un peu d'épargne. Mais voici le chiffre qui devrait vous interpeller. Si vous retirez la valeur immobilière, si vous ne comptez pas que l'argent réellement accessible, la valeur nette liquide médiane se situe probablement entre 30 000 et 40 000 €. C'est tout. Voilà le coussin financier de la moitié de la population. Et ce chiffre explique pourquoi un seul événement imprévu, une rupture de contrat, une facture médicale, une récession, peut faire basculer un ménage. Le ménage médian n'est pas pauvre, mais il n'est pas vraiment en sécurité non plus. Et cette nuance est essentielle. Classe moyenne supérieure, de 293 000 € à 610 000 €. C'est ici qu'un changement fondamental se produit. En dessous de ce niveau, la majorité du patrimoine provient de capital immobilier. Les gens accumulent de la richesse presque par accident, simplement en remboursant leur crédit. Mais dans cette catégorie, on observe une construction de richesse intentionnelle. Les comptes retraite se développent. Certains ménages possèdent des comptes d'investissement imposables. La répartition des actifs devient plus diversifiée. Au bas de cette tranche, autour de 250 000 €, la répartition peut encore être de 70 % d'immobilier et 30 % pour le reste. Mais lorsqu'un ménage atteint 500 000 €, on se rapproche d'un équilibre 50-50, moitié dans le logement, moitié dans les investissements, l'épargne et autres actifs. Ce rééquilibrage est crucial, car les investissements croissent, ils se capitalisent, ils génèrent des rendements. Une maison, elle, reste passive. Elle peut prendre de la valeur, mais cette plus-value n'est pas utilisable sans vendre ou emprunter. Les ménages de cette catégorie ont souvent des habitudes communes. Ils alimentent régulièrement leur compte retraite, maximisant souvent leur 401K ou au moins jusqu'au niveau de l'abondement de l'employeur. Ils ont des dettes, mais ce sont des dettes stratégiques. Un crédit immobilier à taux faible, par exemple, plutôt que des soldes élevés de cartes de crédit. Leur façon de penser l'argent diffère de celle des catégories inférieures. Et voici le point le plus important. Cette tranche est une rampe de lancement. Les ménages qui y construisent une croissance régulière et diversifiée ne progressent pas lentement, ils accélèrent. Car une fois que les investissements atteignent une masse critique, l'effet des intérêts composés commence à faire le travail lourd. L'écart entre 600 000 € et 1 million semble énorme lorsqu'on regarde vers le haut. Mais les calculs montrent qu'il faut bien moins de temps pour passer de 600 000 € à 1 million que de passer de 0 à 600 000 €. La croissance composée n'est pas linéaire, elle est exponentielle et elle devient particulièrement puissante à ce niveau. Classe aisée, de 610 000 € à 1,720 million d'euros. Nous entrons maintenant dans les 25 % les plus riches des ménages, et à ce stade, la situation financière n'a plus rien à voir avec les niveaux inférieurs. Le changement principal, les investissements dominent désormais la valeur nette. À ce niveau, environ 70 à 75 % du patrimoine total se trouve dans des actifs financiers, comptes retraite, comptes de courtage, parts d'entreprise, éventuellement des biens rentatifs. Le capital immobilier est toujours présent, mais il représente une part plus réduite. C'est le point d'inversion. En dessous de cette catégorie, votre maison est votre actif principal. Au-dessus, ce sont vos investissements. Regardons maintenant des calculs concrets pour comprendre comment les gens y parviennent réellement. Si un ménage commence à investir 1 000 € par mois à partir de 30 ans et obtient un rendement moyen de 7 % par an, il disposerait d'environ 560 000 € après 20 ans. Ajoutez à cela une maison avec 200 000 € de capital immobilier et il atteint environ 760 000 € à 50 ans.
Cela le place solidement dans cette catégorie. Aucun héritage nécessaire, aucun salaire à 6 chiffres requis, simplement une discipline d'investissement régulière dans le temps. Voici ce qui est intéressant dans cette tranche. Beaucoup de personnes ici ne correspondent pas à l'image qu'on se fait. Elles ne sont pas ostentatoires, elles ne conduisent pas de voitures de luxe et ne portent pas de vêtements de créateurs. Les études montrent de manière constante que la majorité des ménages de cette catégorie ont construit leur richesse grâce à une épargne et des investissements disciplinés, et non grâce à un revenu élevé uniquement. Il y a une raison pour laquelle l'expression « revenu élevé, faible patrimoine » existe, car de nombreuses personnes gagnant 200 000 € par an n'atteignent jamais ce niveau, alors que d'autres avec 90 000 € y parviennent. Tout se joue sur ce que vous conservez et ce que vous investissez, pas sur ce que vous gagnez. Top 10%, 1,72 million d'euros et plus. Tout en haut de l'échelle, nous arrivons aux 10% les plus riches. Pour entrer dans cette catégorie, un ménage doit avoir une valeur nette d'environ 1,72 million d'euros ou davantage. À ce niveau, la richesse fonctionne de manière fondamentalement différente. Un portefeuille de 1,72 million d'euros, investi avec un rendement modeste de 4% par an, génère environ 69 000 € de revenus passifs chaque année, sans toucher au capital. C'est plus que le revenu médian des ménages aux États-Unis, entièrement produit par les investissements. L'argent travaille littéralement plus que la plupart des gens. Les ménages de cette catégorie disposent souvent d'une indépendance financière complète ou en sont très près. Leurs investissements peuvent soutenir leur mode de vie sans salaire. Cela ne signifie pas qu'ils arrêtent tous de travailler. Beaucoup continuent, mais la dynamique a changé. Le travail devient un choix et non une obligation. La tolérance au risque augmente, les opportunités se multiplient. Vous pouvez investir dans des actifs à plus fort potentiel car vous ne dépendez plus de chaque euro. Et même au sein de ce top 10%, l'écart est immense. Un ménage à 1,72 million d'euros est juste au seuil, mais le top 1% commence autour de 12 à 13 millions d'euros, et le top 0,1%, c'est au-delà de 40 millions d'euros. L'écart de richesse parmi les riches est aussi impressionnant que l'écart entre les riches et le reste de la population. Mais voici l'essentiel pour cette vidéo. Il n'est pas nécessaire d'appartenir au top 1%. Atteindre le top 10%, soit 1,72 million d'euros, est accessible pour de nombreux ménages au cours d'une vie active, si les calculs sont correctement faits. Le problème, c'est que la plupart des gens ne font jamais ces calculs. Ils continuent simplement de travailler en espérant. Et espérer n'est pas une stratégie patrimoniale. La révélation liée à l'âge. Tout ce que je vous ai montré jusqu'ici comporte un angle mort. Tous ces seuils, 23 000 €, 193 000 €, 610 000 €, concernent l'ensemble des ménages américains mélangés. Un jeune de 25 ans et une personne de 65 ans. Un diplômé débutant et un retraité. Les comparer avec les mêmes repères n'a aucun sens. Et c'est là que le véritable choc apparaît. Lorsque vous analysez la valeur nette par tranche d'âge, la situation change complètement. Les données de la Réserve fédérale montrent que la valeur nette médiane des ménages de moins de 35 ans est d'environ 39 000 €. Pour les 35-44 ans, elle monte à 136 000 €. Pour les 45-54 ans, 247 000 €. Pour les 55-64 ans, 306 000 €. Et pour les 65-74 ans, environ 410 000 €, soit le pic. Revenons maintenant à Tyler. Il a 34 ans et une valeur nette de moins 7 000 €. Comparé à l'ensemble de la population, il se situe dans les 25% les plus bas. Mais comparé à sa tranche d'âge, la situation est encore plus défavorable. La médiane pour sa tranche d'âge est de 39 000 €. Il n'est pas seulement en dessous de la médiane, il est à 75 000 € en dessous pour les personnes de son âge. Il se situe à peu près au 10e percentile de moins de 35 ans, ce qui signifie que 90% des ménages de son âge ont une valeur nette supérieure. Mais voici là où cela devient intéressant. Prenons une personne de 45 ans avec une valeur nette de 200 000 €. Par rapport à l'ensemble de la population, elle se situe autour de la médiane. Cela paraît normal, cela semble moyen. Mais par rapport à sa tranche d'âge, dont la médiane est 247 000 €, elle est en réalité en dessous du niveau moyen de ses pairs. Et le 75e percentile pour son âge est de 737 000 €. Donc, elle est loin des niveaux supérieurs de sa génération. A l'inverse, prenons un jeune de 28 ans avec une valeur nette de 154 000 €.
Par rapport à l'ensemble de la population, il est dans la classe moyenne inférieure, rien d'exceptionnel. Mais par rapport à sa tranche d'âge, cela le place autour du 75e percentile. Il est en avance sur 3 ménages sur 4 de son âge. Même chiffre, interprétation totalement différente. C'est pour cette raison que les repères ajustés à l'âge sont si importants. L'échelle de richesse n'est pas universelle. Votre position dépend fortement de votre âge et du temps qu'il vous reste pour bénéficier des intérêts composés. Un jeune de 30 ans en retard dispose encore de plusieurs décennies pour rattraper son retard. Une personne de 55 ans en retard dispose d'un horizon beaucoup plus limité. Le chiffre compte, mais le contexte autour de ce chiffre est encore plus déterminant. Tyler sait donc désormais où il se situe. Moins 7 000 € dans les 25% les plus bas au global, environ au 10e percentile pour son âge. La vraie question est: que se passe-t-il à partir de maintenant? Examinons 3 scénarios, avec des chiffres concrets. Scénario 1. Tyler ne change rien. Il continue de payer le minimum sur ses prêts étudiants et son crédit auto. Il maintient une contribution minimale à son 401K, environ 2% de son salaire. Il dépense tout le reste. À ce rythme, ses prêts étudiants mettront plus de 10 ans à être remboursés. Son 401K progresse lentement. À 54 ans, il pourrait atteindre une valeur nette d'environ 120 000 €. Cela semble être un progrès jusqu'à ce que l'on réalise que la médiane pour les 55-64 ans est de 365 000 €. Il resterait largement en dessous de la moyenne pour son âge. 2 décennies avec un bon revenu pour à peine faire bouger les choses. C'est le prix de l'inertie. Scénario 2. Tyler devient intentionnel. Il réduit ses dépenses discrétionnaires et libère 700 € par mois. Il répartit cette somme, 400 € supplémentaires pour ses prêts étudiants et 300 € pour son 401K. Ces prêts sont remboursés en environ 4 ans. Une fois cette dette éliminée, il redirige ces 400 € vers l'investissement. Il investit désormais 700 € par mois. Supposons qu'il achète une maison modeste à 38 ans, accumulant du capital immobilier. Avec un rendement moyen de 7% sur ses investissements, à 54 ans, son portefeuille d'investissement atteint environ 350 000 €. Ajoutez 150 000 € de capital immobilier et d'autres actifs, et Tyler atteint environ 500 000 € de valeur nette. Cela le place dans la classe moyenne supérieure et autour du 75e percentile pour son âge. Même revenu, même point de départ, une même personne, des résultats radicalement différents. Et chacun de ces scénarios repose sur des hypothèses réalistes. Pas d'héritage, pas de coup de chance, pas de gain de loterie, seulement l'effet cumulatif de décisions intentionnelles prises dans la durée. Revenons donc à la question posée au début. Classe populaire, classe moyenne ou classe aisée? Laquelle êtes-vous? Vous aviez probablement une réponse en tête au début de cette vidéo. Maintenant, vous avez les chiffres pour la vérifier. Et si votre situation réelle ne correspond pas à ce que vous pensiez, ce n'est pas un échec, c'est une information. Le plus grand avantage financier n'est ni un revenu élevé, ni un coup de chance. C'est de savoir précisément où vous vous situez et de comprendre les calculs nécessaires pour atteindre votre objectif. L'échelle de richesse n'est pas figée. Des personnes y progressent chaque jour. Pas en espérant, pas en devinant, mais en analysant les chiffres et en prenant des décisions cohérentes. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous analysons les véritables calculs derrière les décisions financières qui comptent vraiment.